Fonctionne. Qu'est-ce que je fais? Oh, c'est bizarre. Oui. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un petit peu bizarre ces débuts de stream parce que je prends l'antenne un petit peu en avance afin que les unes et les autres, les uns et les autres puissent me rejoindre. Et je me force à parler un peu parce qu'après j'archive sur YouTube et comme je ne veux pas tout redécouper, eh bien j'en profite pour mettre mon col correctement parce qu'il était mal mis. Tiens, et j'en profite pour meubler, je sais pas très bien, voilà. Donc bienvenue pour ce 6e live Twitch si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, on va parler des chapitres 5 et 6 parce que je poursuis ma lecture lentement, mais allez, on va dire sûrement, ou plus exactement, je me suis mis à prendre un petit rythme de croisière. Il y a un spectateur ou une spectatrice, au moins. Donc, est-ce que ça fonctionne au niveau image, au niveau son? C'est le gag récurrent, je suis obligé de vérifier ça parce que parfois j'ai des petits bugs. Donc dès que les personnes qui sont connectées peuvent me signaler s'il y a le son, l'image, ni l'un ni l'autre, l'un ou l'autre, etc. Voilà, c'est bon, merci Delphine. Donc, bien, on va attendre un petit peu parce qu'on est en avance. Mais voilà, ça permet de dire bonjour avant que de se mettre en ordre de bataille. Bonjour Jacques. Les fidèles sont au poste. J'espère que tout le monde va bien. Je vais meubler un tout petit peu, tiens, en vous mettant un lien dans le chat, un lien qui n'a rien à voir avec Ulysse, mais qui a à voir avec le jour, puisque pour ce 6e live Twitch, nous sommes le 14 mars, et comme c'est le 14 mars, alors évidemment en France, on en est avec le fait que le masque n'est plus obligatoire, mais le 14 mars, c'est depuis plusieurs années déjà le jour de Pi, le Pi Day, puisque même les plus fâchés d'entre nous en termes de mathématiques doivent savoir, je pense, que Pi, c'est 3, 14, 116, et 3,14, etc. Et donc, effectivement, les Américains qui abrègent les dates en mettant d'abord le mois, donc mars 3, puis le jour 14, effectivement, ont décrété que le 14 mars était le jour international où l'on célèbre le nombre pi. Et il m'est arrivé de commettre des poèmes en l'honneur du Pi Day, des sonnets en l'honneur du Pi Day. Voilà, oui, je sais pas, Pi Day, non, Pi? Pi? On dit Pi? Je sais pas, j'en sais rien. Je me suis jamais prononcé. Enfin, j'ai lu plein de choses sur le, mais j'ai jamais entendu ou regardé de vidéos sur. Ok, c'est pareil, très bien. Je te crois sur parole. De toute façon, c'est toujours bizarre ces histoires. Pareil, ouais, tout à fait. Autant pour moi, non mais... Bon, de toute façon, de manière générale, sur la prononciation de l'anglais, ma sœur est plus au taquet que moi. Et effectivement, okay, ben, j'avais jamais... Donc en fait, c'est oui. Donc en plus, il s'amuse avec Pi Day. Je sais pas, moi je m'étais dit que c'était... J'avais dû me dire qu'il fallait le prononcer Pi, parce que justement, ça évitait l'ambiguïté avec Pi, mais bon, ça les amuse bien. Donc en fait, les Pie Charts, on peut s'amuser à... Les pie charts qui sont les camemberts, hein, on peut certainement s'amuser à faire des pie charts, peu importe. Bonjour Louis. Et rassurez-vous, on ne va pas parler d'arithmétique et on ne va pas parler du jour de Pi. Il existe aussi un Pi Day, je n'en doute pas. Bonsoir ou bonjour Lucille. Donc, alors ce qui est amusant, c'est que vous êtes, de par les salutations qui me parviennent, au moins 4, mais que dans mon petit mouchoir, je n'ai que 2, tiens, ça y est, 3 spectateurs.
Alors, je sais pas, soit il y a des retards, vous êtes pris en compte dans le live stream, dans le retour que j'ai du nombre de spectateurs avec un petit retard, ou alors certaines ne sont pas prises en compte. Bien. Bon, eh bien, en racontant des choses qui n'avaient rien à voir avec Joyce en préambule, ça m'aura appris d'apprendre, permis d'apprendre, je vais réussir à le dire, permis d'apprendre la prononciation du nombre pi. En anglais, ça se dit pi. Peut-être que je l'ai su, je ne sais pas, j'en sais rien. J'ai une fâcheuse tendance à m'enferrer dans mes erreurs, même quand on me corrige. Bien, là on est passé de 3 à 9 spectateurs d'un coup. Alors là, on bat les records. Bien, ce qui permet de commencer, je suppose. Ça me permet de commencer. Vous êtes 9, on essaie de ne pas consacrer plus d'une heure à ces séances. Bien, j'espère que tout le monde va bien, et dans la mesure où, contrairement aux Teams, Zoom, etc., il n'y a pas de prise de parole directe, on ne peut pas vraiment échanger au sens d'un vrai dialogue ou d'un vrai polylogue, d'une vraie conversation, mais il y a heureusement le live chat. Eh bien, n'hésitez pas à faire des commentaires sur des points qui n'ont aucun rapport avec ceux dont je vais parler, à m'interrompre, à me faire bifurquer, à me faire aller dans une autre direction, sachant que, je le rappelle, je ne suis absolument pas spécialiste de Joyce, je ne suis absolument pas spécialiste de littérature irlandaise, et surtout, je n'ai pas lu Ulysses, je suis en train de le lire, je suis en train d'en reprendre la lecture, et en fait, l'horaire du live Twitch à 18h le lundi, comme ça un peu régulièrement, me met une sorte de butoir, et ça fait 2 semaines maintenant que je me force, entre guillemets, le dimanche, à consacrer un petit moment à la lecture de Ulysses, et après tout, ça n'est pas si mal que ça. On va s'en réjouir, ça fait une régularité, ça impose un rythme régulier. Et hier, je me suis dit, il faut au moins que je lise au moins le chapitre 5, puisque je m'étais arrêté à la fin du chapitre 4, et bien dans la foulée du chapitre 5, j'ai lu le chapitre 6. Donc je vais vous parler du chapitre 5 et du chapitre 6. Le chapitre 5 qui, dans la nomenclature, alors qui déjà, dans cette édition-là, Alma Classics, je le répète, je le rappelle, c'est l'édition avec laquelle je travaille. L'édition Alma Classics, c'est les pages 55 à, je sais plus, 55 à 66, voilà. Et le chapitre 6, c'est les pages 67 à 87, il est un peu plus long. Et c'est l'enterrement de Dignam, l'enterrement de Paddy Dignam, qui était annoncé dès le chapitre 4, dans les premières déambulations de Leopold Bloom dans Dublin, quand il va acheter du foie pour son petit déjeuner, où il s'est fait griller du foie. Et donc, il est déjà question de cet enterrement. Et le chapitre 6 raconte cet enterrement, raconte en fait, je vais le dire rapidement, le trajet que Bloom et quelques amis font dans une calèche pour se rendre à l'enterrement, puis la cérémonie elle-même et la fin de la cérémonie. Alors ce chapitre 6, dans le tableau de correspondance donné par Joyce lui-même, s'appelle Hades, donc les enfers, c'est relativement logique vu que il s'agit d'un enterrement. Le chapitre 5, quant à lui, j'ai déjà oublié, s'appelle, suis-je bête, Lotus Eaters, les lotophages, donc ça fait là encore allusion à un épisode de l'Odyssée. Et donc, bien, le chapitre 5, les lotophages, le chapitre 6, Hadès, la descente aux enfers, puisqu'ils se rendent en calèche jusqu'au cimetière pour assister, pour accompagner vers sa dernière demeure leur ami Dignam, Paddy Dignam, je crois. Plusieurs choses que j'ai notées, donc je vais parler un petit peu à bâton rompu à propos de ces chapitres 5 et 6. Alors je ne sais pas du tout, je le rappelle, je ne sais pas du tout qui en est où, donc il ne faudra pas hésiter aussi à m'interrompre. Le chapitre 5, les points qui m'ont le plus intéressé dans le chapitre 5, on va y revenir, c'est principalement, et là j'ai vraiment regardé ça avec mes lunettes de post-colonialiste, de spécialiste de post-colonial, ce sont notamment un certain nombre d'allusions orientalisantes, on va dire. Et bonsoir Ezra, qui nous rejoint pour la première fois, pour la première fois dans le chat en tout cas. Bienvenue.
Donc, j'allais juste dire que, en fait, dès le début du chapitre 5, à la page 55, on a une notation un peu orientalisante, puisque dès le début de ce chapitre 5, le fameux motif des Lotus Eaters, des lotophages, est introduit dans le monologue intérieur de Leopold Bloom. On est toujours dans le monologue intérieur de Leopold Bloom, de la suivante. Il est de la façon suivante. Leopold Bloom est en train de s'interroger sur l'achat de thé. Salut Astergirl la mystérieuse, et on parle de thé, et évidemment Astergirl débarque. Donc Leopold Bloom est en train il s'arrête devant la vitrine de The Belfast and Oriental Tea Company, and he reads the legends of lead papered packets, choice blend, finest quality, family tea, rather warm. Tea must get some from Tom Kernan. Et dans ce monologue intérieur de Leopold Bloom, le thé donne lieu à une espèce d'image, de projection complètement cliché, orientaliste, sur l'île de Ceylan, qui est évidemment une colonie britannique à l'époque. Et les Ceylanais, qui sont ici les Cingalais ou les Sinalais, on dit les deux, sont ici décrits, je vous le donne. The Far East, donc l'extrême-orient. Donc déjà, il parle du... Oui, Cingalais, oui, je m'y attendais. Je t'ai laissé la primeur de cette blague qu'on ne m'a jamais faite, Ezra. Donc je rappelle que les Cingalais sont là une des deux ethnies principales et dominantes actuellement encore au Sri Lanka, et que d'ailleurs les conflits interethniques entre Tamils et Cingalais sont à l'origine d'une très longue guerre civile qui a duré plus de 30 ans et qui ne s'est terminée qu'il y a quelques années, mais il y a encore des soubresauts, des massacres, enfin bon bref, tout ça est, voilà, est moins rigolo finalement que l'homonymie avec mon patronyme. Mais cela dit, par parenthèse, c'est arrivé plusieurs fois qu'on me demande, notamment dans des colloques de postcolonial, si Singal c'était lié au Sri Lanka. Eh bien en fait pas du tout, c'est sans doute lié au sanglier, c'est sans doute relié au sanglier alors je ne sais plus si c'est en latin, en celte, enfin je ne sais plus très bien, peu importe. C'est un nom normand en fait, Singal c'est un nom normand, et si on va dans pour clore la parenthèse, Astergirl fait sa faillotte. Bien, donc c'est bien, tout le monde est dans son rôle. Ezra fait son vilain garçon. Astergirl fait sa faillotte. Bien, peu importe. Et ma sœur va certainement me corriger sur l'origine de notre patronyme. Peu importe. Donc si on va dans le Calvados, il y a un bois du Singal, il y a un collège du Singal même, voilà. Voilà, donc non mais c'est gentil Ezra, bienvenue, ne t'en va pas tout de suite. Bien, oui, en italien signale, je ne sais plus comment ça se dit, bon, peu importe. On referme la parenthèse sur cette homonymie ou homophonie qui est complètement arbitraire en fait. Voilà. Donc, Leopold Bloom s'imagine l'Extrême-Orient, et donc, je rappelle, roman écrit en 1922, publié en 1922, qui raconte une journée de 1904, 16 juin 1904, image, et là on est vraiment dans une ekphrasis, presque dans une description de tableau, puisqu'on a vraiment une espèce d'image complètement stéréotypée de l'Orient. The Far East, lovely spot it must be, the garden of the world, big lazy leaves to float about on, cactuses, flowery meads, snaky lioness they call them. Wonder is it like that? Quand même, wonder is it like that. Donc il y a quand même ce côté un peu critique, genre mais en fait c'est ces espèces d'images qu'on nous vend dans les magazines, est-ce que c'est la réalité? Those Singalese lobbing around in the sun, in dolce far niente. Ces Cingalais qui glandouillent, bon bref, in dolce far niente, donc en italien, not doing a handstand all day, ils foutent rien de la journée. Sleep 6 months out of 12, c'est tout moi. Ils dorment 6 mois sur 12. Too hot to quarrel. Influence of the climate. Lethargy. Flowers of idleness. The air feeds most, etc. etc. Et donc là, on a en quelque sorte la première banderie, la première incursion, la première référence, la première allusion à cette histoire des lotophages, puisque c'est évidemment
c'est l'intoxication, c'est la chaleur, c'est la consommation de drogue. Et donc on a ce croisement entre l'orientalisme de la Grèce antique et l'orientalisme contemporain de Joyce. L'orientalisme qui a été décrypté, magnifiquement analysé et déconstruit par Edward Said dans son grand livre Orientalism 1979, l'orientalisme en français. Donc là, effectivement, on a cette... Donc effectivement, ça m'a interrogé, d'autant qu'on a tout cet aspect très impérialiste, pas du tout postcolonial, ce côté impérialiste, cette lecture coloniale que l'on peut faire dès la page suivante, puisque après avoir récupéré une lettre en poste restante, on comprend que Bloom, il échange des correspondances plus ou moins adultérines ou extra-conjugales sous un faux nom. Il se fait appeler Henry Flower Esquire, sachant que Leopold Bloom, Bloom c'est le bourgeon, c'est le fait de blossom, je sais pas, c'est le fait de bourgeonner, évidemment il prend comme surnom Flower, bon, ce qui n'est pas très original, mais ce qui donne lieu à tout un réseau sémantique autour de la fleur dans tout le chapitre. Et les fleurs, c'est aussi les fleurs d'opium. Donc on a toute cette circulation où les fleurs, c'est le nom de Leopold Bloom, mais c'est aussi l'intoxication, c'est aussi la drogue. Donc après avoir récupéré cette lettre en poste restante, il voit un régiment de soldats qui défile. C'est un régiment de soldats britanniques, donc c'est à Dublin, mais ce sont bien sûr des soldats de l'Empire britannique, qui sont ainsi décrits. Is a grenadier, pointed cuffs, there he is. C'est à la page 56 dans l'édition Alma. There he is. Royal Dublin Fusiliers, red coats, too showy. That must be why the women go after them. Uniform, easier to enlist and drill. Maud Gonne's letter about taking them off O'Connell Street at night. Disgrace to our Irish capital. Donc le défilé des Redcoats, de l'armée anglaise, de l'armée britannique, d'une armée qui est une armée colonisatrice de l'Irlande, qui est donc fait l'objet ici du rejet nationaliste de la part des Dublinois, donc avec la référence à Maud Gonne, qui explique, donc c'est sans doute une référence, ou voire une citation directe, disgrace to our Irish capital. Griffith's paper is on the same tack now. An army rotten with venereal disease, overseas or half-seas over empire. La formule pour un postcolonialiste un peu frétillant dans mon genre est aussitôt extrêmement parlante, extrêmement intéressante. Overseas or half-seas over empire. C'est-à-dire c'est de l'autre côté des mers ou à la moitié, à la mi-chemin de l'autre côté des mers. Half-baked, they look, hypnotized like, ice front, mark time, table, able, bed head, the king's own, never see him dressed up as a fireman or a bobby, a mason, yes. Je vais essayer de trouver la traduction française pour les moins anglophones de la compagnie. Je vais nous trouver ça. Un jour, ça va venir. Voilà. Bonnet à poil et plumé, non, c'est un grenadier. Revers pointu, le voilà. Royal Dublin Fusiliers, tunique rouge, trop voyant. Ça doit être pour cela que les femmes courent après. L'uniforme. Cela les engage à s'engager et à avoir de la tenue. La lettre de Maud Gonne qui demandait de leur interdire la rue O'Connell la nuit. Honte de notre capitale irlandaise. Le journal de Griffith poursuit maintenant le même but. Une armée pourrie de maladies vénériennes. Et il règne sur les mers, ce peuple de sous-l'eau. Ceux qu'ils ont l'air tourtes, comme hypnotisés. Je ne savais pas qu'on avait pu dire avoir l'air tourte. Je connaissais avoir l'air tarte, mais pas avoir l'air tourte. Je rappelle que je cite la première traduction, celle des années 1920. La traduction, j'oublie toujours un des traducteurs, Gilbert Joyce Larbeau et Morel, le traducteur principal. Cette fois-ci, c'est lui que j'ai oublié. Fixe, marquez le pas, gamelle, elle, plumard, art, régiment du roi. On ne te voit jamais en pompier ou en pandore, il est franc-maçon, mais oui. Pourquoi il y a Mason, yes, oui, d'accord. Donc, ils explicitent le Mason en franc-maçon dans cette traduction. Donc, en lisant ça, donc, il y a tout ce contexte. Dès le début du chapitre 5, on a cette veine orientalisante, impérialiste, toute cette discussion de l'impérialisme
britannique vis-à-vis évidemment d'une nation qui est présentée comme évidemment colonisée, l'Irlande, dans un conflit de culture entre la culture nationaliste irlandaise, la culture spécifique, gaélique, etc., et évidemment l'Angleterre, mais il y a aussi évidemment overseas ou half seas over, c'est-à-dire la projection fantasmatique sur l'Orient, et aussi ces Royal Dublin Fusiliers. Et je me suis demandé, je suis allé faire une rapide recherche, où pouvaient bien se trouver les Royal Dublin Fusiliers en 1904, parce que quand on réfléchit en termes d'histoire de l'Empire, il y a quand même la guerre des bourgs au tout début du XXe siècle. La guerre des bourgs, c'est la Boer War, c'est la guerre anglo-boère, comme on dit parfois en français, mais normalement on prononce bourg, hein, pour pas confondre avec les Coco Boer de la chanson de Renaud. On a les références qu'on peut. Je me suis demandé ça. Et effectivement, hein, si on cherche, alors avec une grande originalité, si on cherche sur Wikipédia, c'est ce que j'ai sur la Royal Dublin Fusiliers, on apprend qu'effectivement, en 1902, au moment de la fin du traité de Vereeniging, les Royal Dublin Fusiliers étaient engagés dans la guerre des bourgs et ont perdu jusqu'à 700 hommes. La plupart d'entre eux sont morts de maladie. Donc c'est ça qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il y a eu 700 morts, et la plupart sont morts de maladie. L'article de la Wikipédia et la référence bibliographique historique qui est donnée ne dit pas de quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le texte de Joyce, on a l'idée qu'un peu ils ont tous la ch'touille en fait. Hein. Ils ont tous des maladies vénériennes. Après ça, en fait, ils sont apparemment envoyés en Égypte, en Crète, puis en Égypte en 1906. Donc là, le défilé des Royal Dublin Fusiliers en 1904, c'est entre leur participation à la guerre des bourgs, à la guerre anglo-bourg, entre les Afrikaners et les Britanniques, en Afrique du Sud, et leur participation à des opérations de pacification en Crète et en Égypte. Je suppose que le Choléreff d'Ezra vient de Mistral gagnant, oui, qui est une chanson assez lamentable en plus, mais peu importe, ça c'est mon opinion. Et je la partage. Peu importe. Donc il y a tout cet aspect orientalisant, impérialiste, dans ce début de chapitre 5, et qui moi, m'a quand même pas mal marqué. Alors il y a d'autres éléments, moi je m'étais noté aussi, on pourrait parler de Mrs. Dalloway, j'y reviendrai peut-être, parce qu'il y a, je vais le dire tout de suite, au tout début du chapitre 5, il y a l'expression « what a lark ». Est-ce que c'est what a lark? Évidemment, je me le suis pas noté, c'est vraiment bien, je suis vraiment un gros malin. Les pages, oui, si, ça y est, parce que les pages sont quand même écrites super petits, et c'est vraiment dans le premier paragraphe, hein, par là, avec une rime interne. Corney met her once in the park, in the dark, what a lark, Polly Stout. A name and address she then told with my turalum tay. Oh, surely he bagged it. Bury him cheap in a what you may call, with my turalum. Et apparemment, c'est une référence à une chanson qui a connu une gloire assez éphémère apparemment quand on se reporte aux notes. Mais in the park, in the dark, what a lark. Et là, il ne faut pas faire d'anachronisme. Ulysses, publié en 1922, What a Lark, moi ça m'a aussitôt fait penser à Mrs. Dalloway, puisqu'il y a dans un des passages les plus connus de Mrs. Dalloway, What a Lark, What a Plunge, quand elle se mêle au flot, quand elle se sent, quand Clarissa Dalloway se sent un petit peu comme ça, en état de presque d'unité ou d'homogénéité avec la rue, avec le monde qui l'entoure. What a lark, what a plunge. Et lark, dans ce sens-là, ça n'est pas l'alouette, c'est l'escapade. Bon, Delphine, je te fais confiance sur la référence. Alors je vais être entièrement, je vais être très professoral et je vais aller pomper la référence. Le Turalum Tay, ça vient d'une chanson qui s'appelle I vowed that I never would leave her, de Arthur Lloyd.
Voilà, et quand même les auteurs de l'édition remercient une amie à eux qui leur a indiqué la référence, donc ça ne va pas être si évident que ça quand même. Hein. Donc Delphine, tu ne dois pas sous-estimer sans doute l'ampleur de ta culture en chansons populaires, opéra, etc. Bon, on n'a pas du tout besoin d'identifier la référence pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre qu'il y a une référence à une chanson ici. Donc What a Lark, ça n'est pas l'alouette, c'est l'escapade. C'est l'escapade, c'est le petit incident, c'est la petite chose un peu en dehors de l'ordinaire, un peu croustillante qui vous arrive. Bon, là, il y a une allusion sexuelle de toute évidence. In the park, in the dark, what a lark. Et peut-être d'ailleurs que le double sens avec alouette est aussi ce qui amène le chant, puisque l'alouette est quand même aussi réputée pour son chant, et pour son chant extrêmement... comment dire, j'arrive pas à trouver le terme de musical, mais enfin qui est extrême, qui monte et qui descend, quoi. Je retrouve pas le terme, c'est pas grave, qui couvre, qui couvre, je trouve pas, c'est pas grave. Ok, tu pensais à un autre, mais alors peut-être que Turale, Turalu, tout ça, c'est un peu comme Ladida et La La La, hein, peut-être que c'est des onomatopées relativement habituelles dans les chansons. Bien, donc voilà. Et, alors, Mrs. Dalloway, pour revenir à ça, 1925, attention, pas d'anachronisme. Donc, il est possible que ce soit une coïncidence totale, il est possible aussi que Woolf, elle a très certainement lu Ulysses, hein, dans la biographie en roman graphique, là, en bande dessinée que j'ai lu le mois dernier, consacrée à Joyce, il est fait état d'au moins une rencontre importante entre Joyce et les Woolf, hein, entre Joyce et Virginia Woolf et son mari. Donc forcément, Ulysses, c'est un livre qui a été lu par un peu toute l'intelligentsia. C'était pas un livre évidemment extrêmement populaire, mais il a été lu par toute l'intelligentsia de l'époque. Et donc Virginia Woolf, elle l'a certainement lu. Et puis voilà, ils sont les auteurs des deux textes de Stream of Consciousness les plus célèbres des années 20. Donc il y a forcément des croisements et des échos. Bien, d'où ce What a Lark. Alors, sur la question, j'aimerais revenir un petit peu au côté postcolonial ou à la lecture postcoloniale que l'on peut faire de ce chapitre 5. Il y a aussi tout alors, il y a une description assez racialisante, si on veut être politiquement correct, ou raciste, avec un cliché racial sur les Noirs, au bas de la page 61. Et ça s'inscrit, alors c'est quand même à modérer ce que je dis, parce que je vais lire le passage en question, mais c'est lié d'abord à toute une réflexion autour du cannibalisme, et à une réflexion autour du cannibalisme liée à l'Eucharistie, donc en fait de la communion, hein, le fait d'avaler l'hostie et de consommer le corps du Christ, hein, donc il y a tout le réseau métaphorique et sémiotique du Corpus Christi, corpse, le cadavre, tout ça est vraiment présent et il tire vraiment dessus en quelque sorte. Hein. On a ça en haut de la page 62. Hein. What? Corpus, body, corpse. Good idea, the Latin. Stupefies them first. Hospice for the dying. They don't seem to chew it, only swallow it down. Rum idea. Eating bits of a corpse, why the cannibals cotton to it. On va revenir à ce cotton et why the cannibals cotton to it. Et je m'avise que je pense qu'en 1 heure, je ne vais même pas faire le tour du chapitre 5, mais vous me dites dès que je vous saoule ou vous me posez des questions, dès qu'il y a des choses qui vous viennent. Le passage dont je voulais parler, il est un petit peu avant, il est au bas de la page 61, toujours dans l'édition Alma Classics. Et donc il est question je vais y arriver, d'un missionnaire, d'un père de l'église, hein, Father Farley, et donc il est question des missionnaires. Father Farley, I didn't work him about getting Molly into the choir, instead of that Father Farley who looked a fool but wasn't. They are taught that. Is not going out in bluey specs with the sweat rolling off him to baptize blacks, is he? The glasses would take their fancy, flashing. Like to see them sitting round in a ring with blob lips, entranced, listening, still life, lap it up like milk, I suppose. Donc là, en fait, ce qui est décrit, c'est pas tellement, en fait,
la crédulité des Noirs évangélisés. C'est évidemment ça la scène, et on va revenir sur le terme quand même racialisant, voire raciste, blob lips. C'est aussi, c'est aussi les missionnaires eux-mêmes qui sont décrits. Et j'allais dire la position des missionnaires, oui, la situation des missionnaires, la manière dont les missionnaires évangélisent aussi. Je vais essayer de vous lire ça en français, voir comment ça a été traduit par Morel et compagnie. Ah ben oui, Ezra, j'essaie de m'adapter au public et de faire des vannes sous la ceinture, parce que sinon j'en fais jamais, comme chacun sait. Où est-ce que ça va être? Alors maintenant, il faut que je retrouve ce passage dans la traduction. Ça, c'est encore autre chose. Ah là là. Je devrais retrouver ça avec le fameux corpus, mais je ne le retrouve pas. Si, ça y est. Ah ben non, c'est beaucoup plus loin que je ne pensais. Ce n'est pas lui qui s'en irait catéchiser les Noirs à la sueur de son front et avec des conserves bleues sur le nez. Ces vers qui lancent des éclairs les amuseraient beaucoup. Aimerait les voir assis en rond avec leurs lippes bouffies, extasiés toute oreille. Nature morte, boivent ça comme du lait, j'imagine. Bienvenue à quelqu'un que je n'identifie pas, mais qui est le ou la bienvenue malgré tout. Qui réagissait, je sais pas, peut-être à ma vanne sous la ceinture aussi, je ne sais pas, peu importe. Donc on a cette description des Noirs. Donc là encore, autre élément lié à l'impérialisme, les missionnaires, les missions d'évangélisation, et ici en Afrique. Donc on a les Sénégalais, les gens de Ceylan, les Asiatiques et les Orientaux, en l'occurrence, fortement orientalisés de Ceylan, qui font l'objet d'un premier cliché lié au lotophage dans l'Odyssée, et on a ici les Africains via l'évangélisation. Alors c'est vrai que mon premier réflexe avait été de lire ce blob lips. Alors déjà, j'avais compris, mais je ne connaissais pas l'adjectif blob. Alors si on se réfère à l'Oxford English Dictionary, parce que figurez-vous que j'ai un peu fait ma recherche. Alors il y a deux choses, hein. On peut chercher, il y a un livre de Robert William Dent qui est en partie lisible sur Google Books et qui s'appelle, je vais vous mettre les références dans le chat, Colloquial Language in Ulysses, a Reference Tool, et c'est de Robert William Dent, et ça date de 1995, et donc on en trouve de larges extraits sur Google Books. On trouve ce blob là-dedans, puis on le trouve aussi dans l'Oxford English Dictionary, et dans l'Oxford English Dictionary, ils expliquent que c'est un archaïsme, et mais ce qui m'a quand même intéressé, c'est que je suis allé voir un petit peu dans le texte complet de Ulysses, dont je rappelle, allez, je vais continuer, parce qu'il y a des petits nouveaux cette semaine. Bon, c'est bien, je suis content qu'il y ait des nouveaux. Je rappelle que l'on peut, si on veut, se télécharger gratuitement. Là, c'est sous format HTML, mais si on revient en arrière dans l'arborescence, on peut se le télécharger sous tous les formats de lecture possibles et imaginables. Si on cherche blob lips dans le texte, les occurrences du texte complet de Ulysses, il y a une autre occurrence de blob lips à la fin du chapitre 10. C'est pas quelque chose que j'ai déjà lu, mais puisque j'en suis à vous faire des captures d'écran, on va continuer allègrement. Je lis ce que je viens de copier-coller. At the Royal Canal Bridge, from his hoarding, Mr. Eugene Stratton, his blob lips a grin, bade all corners, welcome to Pembroke Township. Et donc ici, on a une occurrence de blob lips, les lèvres bouffies, les lèvres épaisses, les lèvres épaisses, les lèvres charnues, on pourrait dire lipu, mais je crois que lipu c'est seulement celle du bas, qui là n'est pas associée à un personnage d'Africain. Donc attention à cette question de la racialisation. Oui, la scène de description de la scène d'évangélisation est une scène qui racialise les Africains. Il n'y a pas les personnages africains, c'est évident, d'autant qu'ils sont en totale passivité et qu'ils sont présentés dans un état de crédulité où ils lapent la parole des missionnaires comme du lait. Donc il y a effectivement aussi toute cette animalisation. Je ne sous-estime pas ça du tout, je ne cherche pas du tout à justifier
le texte de Joyce ici, c'est pas du tout le propos, mais en revanche, voilà, là où il faut le modérer, c'est que le terme Blood Lips en soi ne suffit pas à qualifier la racialisation ici ou le cliché. Il est évidemment plus général dans la scène. Si on regarde comment c'est traduit, si on regarde, j'avais dit leur lip bouffi, et si on regarde, oui non, ça va prendre trop de temps de chercher là-dedans, parce que les chapitres, les séparations entre chapitres ne sont pas marquées dans l'édition du livre de poche de la première traduction de Ulysses. Donc c'est pour ça, c'est toujours infernal. Je sais, je devrais préparer à l'avance, mais déjà j'ai réussi à lire un petit peu entre chaque live Twitch, à avancer dans la lecture et donc à avoir des choses à dire, c'est déjà pas mal, mais j'ai pas pris le temps de chercher les occurrences dans la traduction. Peu importe. Donc voilà un petit peu des choses qu'on pouvait dire sur le chapitre 5. J'avais éventuellement d'autres éléments à dire. Oui, c'est ce fameux Why the Cannibals Cotton to It à la page 62. Mais avant de vous parler de ça, je voulais vous parler... Ah oui, non, c'était pas vraiment là que j'avais prévu de le faire. Mais enfin bon, c'est pas grave, c'est un peu en désordre. Je ne vous ai encore jamais parlé, et ça tombe bien que j'ai attendu aujourd'hui. Je tourne légèrement l'écran pour que la personne qui vient d'entrer dans le bureau n'apparaisse pas en public, car on va dire qu'elle est tout aussi mystérieuse que la mystérieuse Astergirl, et donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc il y a comme il y a un petit peu déjà, il y a 2 ou 3 freshers, 2 ou 3 nouveaux aujourd'hui, c'est super, et ça tombe bien que j'ai attendu d'en parler. Il faut que je fasse quand même un aside, une petite digression pour vous parler d'un projet autour de Ulysse, un projet qui a été commencé en 2012. Bonjour, bonsoir, encore des nouveaux, avec un alias que j'identifie plus ou moins comme appartenant au domaine du manga, peut-être, je me trompe, je sais pas. Bon, je vais dire Saikatsusen, mais je dois évidemment prononcer ça n'importe quoi. Bien, voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'allais vous parler d'un projet qui existe depuis 10 ans déjà, et qui n'avait pas été suffisant pour m'inciter moi à relire Ulysses, mais qui est un projet que je regardais épisodiquement. Je ne prétendrai pas avoir lu ça très régulièrement, mais par moments ça me prenait, je rattrapais 2-3 mois d'un coup. C'est le projet Ulysse par jour de Guillaume Vissac. Alors je vais vous donner le lien dans le chat, et tout en vous expliquant de quoi il s'agit. Guillaume Vissac, c'est un écrivain, un éditeur, il travaille pour les éditions Publi.net, c'est quelqu'un de super intéressant, super sympa, ça fait plus de 10 ans qu'on se suit sur les réseaux sociaux, on ne s'est jamais rencontrés, donc je dis qu'il est super sympa, mais j'en sais rien, mais enfin, voilà, le personnage, on va dire, numérique, je ne sais pas très bien comment le dire, me fait cet effet-là. Bonjour, bonsoir, décidément il y a beaucoup de monde ce soir, c'est bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc Guillaume Vissac a décidé en 2012, quand Ulysse est tombé dans le domaine public, parce que Ulysses, le texte anglais, est tombé dans le domaine public en 2012, je pense que ça doit être lié à la clause des 70 ans ou quelque chose comme ça. Je m'y perds toujours, je suis toujours obligé de vérifier sur Wikipédia les différentes règles de copyright, de domaine public, en fonction des pays, en fonction des législations. Enfin, c'est très compliqué. Aux États-Unis, il y a eu la clause Disney, parce qu'il y a Disney qui a fait prolonger toutes les œuvres qui allaient tomber dans le domaine public en même temps que celles de Walt Disney, afin de pouvoir continuer à engranger des royalties pendant 20 ans de plus. Donc il y a plein d'œuvres qui n'étaient pas du tout de Disney qui se sont retrouvées, dont l'entrée dans le domaine public s'est trouvée retardée d'autant. Bon, enfin, c'est assez compliqué comme histoire. Donc tout ça pour dire que Guillaume Vissac, en 2012, il a décidé de traduire une phrase de Ulysse tous les jours. Et il l'a mis en ligne, c'est le lien que je vous ai donné sur son blog Fuir, sur son site, c'est pas vraiment un blog, sur son site Fuir est une pulsion. Et il a décidé de traduire chaque jour une phrase de Ulysse. Il donne à chaque fois sa traduction, la phrase originale, un Google Maps de l'endroit précis où se trouvent les protagonistes
à Dublin. Donc vous allez aller voir ça. Ça peut devenir assez addictif. Ça m'est arrivé certaines fois vraiment d'y passer un petit moment. Puis bon, il y a d'autres fois où on fait une chose, une autre. Et puis pendant 3-4 mois, ça m'arrive d'oublier ce projet. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Et donc voilà. Alors Guillaume Bissac, actuellement, je ne sais plus très bien où il en est. Je crois il met à chaque fois la progression. Hein. Là est ouvert, j'avais ouvert une phrase qui est la phrase numéro 2202, et qui est une phrase du chapitre 6, du chapitre sur Hadès, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais que j'ai lu hier. C'est cette phrase-là, donc je l'ai cherchée, et elle a été traduite par Guillaume Vissac, je regarde, en 2018, et ça correspond à 14,85% de la progression totale dans le texte. Donc il fait ça à chaque fois. Donc là, je ne sais pas très bien où il en est, mais je vais aller voir, tiens, tant pis, je vais perdre mon 2202, mais je le retrouverai. Donc si on va tout en bas, je le fais en direct, il en est à la 3682, donc c'est bien plus loin que moi dans ma lecture. Et il en est à 23,41%. Voilà, donc en 10 ans, il a traduit 23,41% de Ulysses. Donc il lui faudra 30 ans de plus, a priori. Voilà, donc Jacques est allé voir, merci beaucoup. Et voilà, moi je trouve que c'est un projet vraiment fascinant, parce qu'en plus il met toutes les versions de la... Donc je reviens sur mon 2202. Il met toutes les versions révisées. Donc si on va sur la 2202, la phrase dont j'aimerais bien vous parler aussi, c'est une phrase de la fin du chapitre 6, elle se trouve à la page 86 de l'édition Alma. Si on regarde cette phrase 2202, la phrase 2202, donc bas de la page 86, je vous la lis. Salt white crumbling mush of corpse, smell taste like raw white turnips. Donc là, c'est une phrase qui rassemble enfin plein d'éléments liés à ce contexte de l'enterrement. Donc là, je suis passé du chapitre 5 au chapitre 6, c'était pas prévu, j'avais encore des trucs à dire au chapitre 5, mais bon, c'est pas grave, ça part dans tous les sens, c'est un peu le principe. Cette phrase, c'est dans ce contexte de l'enterrement, de la procession funéraire, c'est vers la fin de l'enterrement, et donc il y a tout le contexte évidemment des grave diggers, des fossoyeurs, des tombes que l'on vide, des tombes alors qu'il reste encore des restes, des ossements, etc., des tombes que l'on renferme. Ça permet à Joyce de refaire une énième référence à Hamlet et évidemment à la scène célèbre des fossoyeurs dans l'acte 4, acte 4, début de l'acte 5, non, qu'est-ce que je raconte moi, je ne sais plus. Vous allez vérifier et vous déconnecter définitivement, j'ai perdu toute crédibilité je pense. Non, c'est peut-être le début de l'acte 5, non, la scène avec les Grave Diggers. La fameuse scène Alas pour Yorick, vous savez là, s'il y en a ne serait-ce qu'un ou une d'entre vous qui se trompe encore, ça sera l'occasion de ne plus se tromper, on représente toujours Hamlet avec le crâne en train de dire to be or not to be, alors qu'en fait la scène avec le crâne dans la main, c'est pas du tout to be or not to be, c'est pas l'acte 3, c'est beaucoup plus tard, hein, quand il prend le crâne, qu'on lui dit que c'était le bouffon qui le faisait rire et qui était aussi un peu son précepteur, hein, son maître quand il était enfant, qui le faisait rire et qui lui enseignait un certain nombre de choses. Et donc, Alas, poor Yorick, I knew him, Horatio. Donc c'est là que Hamlet tient le crâne dans la main. Et donc cette phrase, elle s'inscrit dans tout ce contexte extrêmement morbide, bien sûr, mais extrêmement intertextuel et imagé de la vanité, en fait. C'est-à-dire, donc c'est aussi dans ce contexte culturel des vanités. Hein. Je vous rappelle que les vanités, c'est quand il y a des crânes, quand dans une œuvre d'art, on représente la mortalité en... Alors généralement, il y a un certain nombre d'autres éléments. Il peut y avoir un globe, il peut y avoir un vieil homme avec une plume et du papier en train de méditer. Il y a souvent un sablier aussi, hein, parmi les représentations systématiques ou quasi systématiques dans les vanités. Donc la vanité, c'est un genre pictural. Hein. Et donc dans ce genre pictural, il y a souvent un crâne, plusieurs crânes parfois. Et donc là, on est vraiment dans ce contexte. C'est à la fois un enterrement très concret, c'est l'enterrement de Padé Dignum, je ne sais pas si j'aurai le temps vraiment d'en reparler en détail, mais on est aussi dans ce contexte très culturel de la vanité. Et donc ici, cette phrase « Salt white crumbling mush of corpse, smell, taste like raw white turnips », l'idée que le corps, que le cadavre, si on le sent et si on le goûte, a l'odeur des navets crus,
c'est quand même extrêmement... Alors déjà, c'est une image très forte, c'est une image assez dérangeante aussi. Dans la traduction de Bonsoir and good evening, Joachim, dans la traduction... Auguste Morel, j'arrive pas à me la mettre dans la tête, dans la traduction Auguste Morel et ali, en l'occurrence, puisque c'est que des mecs, Stuart Gilbert, Joyce et Larbeau, dans cette traduction, cette phrase donne ceci: bouillie de cadavres qui se désagrègent blanc de sel. Blanc de sel est en un seul mot, ça rend compte de l'originalité du salt white en un seul mot aussi dans le texte anglais. Point virgule. Odeur, virgule, goût comme du navet blanc cru. Et donc, goût comme du navet blanc cru. Je suis en train de me dire odeur, goût comme du navet blanc cru. Il n'y a pas un truc là? Odeur, goût comme du navet blanc cru. Ouais, c'est un décasyllabe, il me semble. J'arrive pas à me le faire correctement. Alors Jacques, maintenant que tu as appris que les cadavres avaient le goût du navet cru, les navets que tu as achetés hier, tu sais ce qu'il te reste à en faire, c'est à les cuire, voilà. Déjà, mais non, mais c'est bon en fait le navet cru aussi, comme le radis. Bon, peu importe. Donc moi je pense que ici il y a vraiment une synesthésie, il y a une relation un petit peu entre les sens, puisque le cadavre est censé avoir le goût du navet cru. Donc il y a le goût et l'odeur, et moi je pense qu'en fait il y a un troisième sens ici qui est convoqué, c'est la vue, parce qu'en fait la forme du navet, et notamment quand il est blanc, peut effectivement évoquer le crâne. Moi, c'est comme ça aussi que je le comprendrai, c'est-à-dire qu'on est dans ce contexte des vanités. Le dernier mot du paragraphe, c'est quand même turnip, c'est white turnips, raw white turnips. Donc il insiste bien sur le fait qu'ils sont blancs, et donc c'est le crâne blanchi aussi, hein. C'est cette image de mortalité et de vanité. Ça vient quasiment à la toute fin du chapitre de l'enterrement. Ce chapitre de l'enterrement, Joyce lui a donné dans les tableaux de correspondance le titre de Hades, la descente aux enfers. Donc c'est quand même assez frappant. Alors je pense qu'il y a aussi un double mouvement dans cette question de la mortalité, dans cette question un peu de la représentation de la mort, de la représentation des éléments lugubres. C'est un mouvement qui est à la fois ascendant et descendant. La descente aux enfers, hein, ce qu'on appelle aussi la catabase dans la tradition de la Grèce antique. On retrouve le mot, le préfixe kata dans catacombe, c'est ce qui est en dessous, ce qui est sous la terre. Hein. La catabase, c'est la descente aux enfers en l'occurrence. Donc c'est vrai que le chapitre s'inscrit dans une espèce de trajet d'accompagnement vers la mort. Donc il y a la catabase, mais il y a aussi un mouvement ascendant. Et ce que je n'ai pas réussi, alors un mouvement ascendant qui est lié culturellement plutôt à la référence chrétienne, puisque le Golgotha, je vous rappelle quand même que, je ne sais plus si j'en avais parlé de ça ou pas, la fin du chapitre 3, ce fameux chapitre 3, il faut que je le retrouve. La fin du chapitre 3, il y a quand même un navire, c'est la fin du Grand 1, hein, dans l'édition Alma, c'est juste avant ça, c'est à la page 40. Le chapitre 3 se termine sur la description d'un navire, d'un 3-mâts, dont les 3 mâts sont décrits comme les 3 croix où sont crucifiés le Christ et les 2 larrons. Donc cette référence au Golgotha, elle traverse quand même aussi donc, le roman. Donc il y a bien sûr toute la référence à l'Odyssée, Ulysses, mais il y a aussi les références chrétiennes. Je vais aller allumer parce que je commence à plus rien y voir. Hop là. Fiat Lux, parce que j'avais pas encore parlé latin. Je crois que j'ai déjà fait cette vanne la semaine dernière. Il va falloir que je pense à renouveler les blagues. Donc il y a ce double mouvement, et le Golgotha, c'est la colline du crâne. Donc très souvent d'ailleurs il y a des crânes qui sont représentés, ou un crâne qui est représenté tout en bas de la colline dans les scènes de crucifixion, dans les peintures notamment du 15e, du 16e siècle, représentant des crucifixions. Donc voilà, donc c'est un peu à tout ça, hein, que ça fait penser à tout ce contexte extrêmement mortuaire, extrêmement funèbre, hein, de l'enterrement aussi. Alors, puisque je parlais de Guillaume Vissac, et je vais y revenir, cette fameuse phrase 2202, je vais vous donner
je vais vous mettre le lien direct pour que vous n'ayez pas besoin d'aller chercher. Alors, on peut naviguer assez facilement dans son site parce que la page principale de Fuir est une pulsion / Ulysse, c'est le texte, phrase par phrase, en anglais. Et en cliquant avec les petites flèches sur la droite, on va sur la traduction. Donc ça veut dire que si on connaît... si on veut chercher les mots, en fait, si on connaît l'expression, là par exemple, raw white turnips, vous allez sur la page d'accueil, vous faites CTRL F, raw white turnips, et vous tombez directement sur la phrase de 1202, vous cliquez à droite sur la petite flèche, et vous accédez au lien que je vous ai donné. Donc là, je vous ai donné un petit peu le mode d'emploi aussi de la traduction de Guillaume Vissac. Alors je pense que j'aurai fini de lire, soit je vais jamais finir, soit je ne terminerai jamais Ulysses, on ne sait pas encore, on est en plein milieu de ce projet. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui termineront Ulysses et pas moi, hein, on ne peut pas savoir encore, hein, on est en plein milieu de l'histoire. Mais je pense que si on termine, on aura terminé avant que Guillaume Vissac n'ait fini de traduire. Puisqu'il traduit une phrase par jour, puisqu'il en est à peu près au quart, bah, logiquement, ça devrait lui prendre 40 ans en tout. Donc il reste encore peut-être 30 ans avant ça. Donc voilà. C'est un projet qui est vraiment séduisant, puis on peut vraiment discuter de traduction. Alors ce qui est intéressant, je me suis plusieurs fois, j'allais dire, frité avec lui, c'est pas gentiment frité avec lui, c'est parce que il y a des fois où quand même ces choix de traduction m'interrogent, puis à chaque fois je suis obligé de repenser, ah ben non, c'est vrai que c'est un postulat, c'est qu'il traduit très souvent au présent. Et il traduit au présent, et il lui arrive d'adapter, c'est-à-dire qu'en fait il traduit en décidant que il va transposer notamment un certain nombre de technologies contemporaines. Donc ça lui arrive de faire des choix très très audacieux, des choix très contestables, hein, qui peuvent d'ailleurs déplaire, je ne sais pas, mais c'est un véritable parti pris de sa part aussi. Donc c'est aussi pour vous dire, voilà, pour vous prévenir, parfois vous serez peut-être un petit peu étonné par certains choix de traduction. Je vous lis, même si vous avez tous pu, pendant que je blablatais, aller cliquer sur le lien que j'ai donné dans la conversation, je lis le passage ici, hein. Donc la phrase originale, je la rappelle, regular square feet for them, flies become before he's well dead, got wind of Dignam, they wouldn't care about the smell of it, salt white, crumbling mush of corpse, smell, taste like raw white turnips. Ce qui me permet tout d'abord de préciser une chose, c'est que Ulysse par jour, c'est pas une. J'ai dit que c'était une phrase, c'est moi qui me trompe, hein, c'est pas une phrase par jour, c'est une unité par jour. Et là, on voit que l'unité l'unité traduite le, je sais pas quoi, 11 février 2018, je suppose, c'était la phrase du 11 février 2018, elle est composée en fait de 5 phrases. Leur casse-croûte quotidien, les mouches viennent avant même qu'ils soient morts, ont eu vent de Dignam, s'en foutent de l'odeur que ça prend. Bouilli blanc-sel émietté du cadavre, odeur et goût de cru comme les navets. Et il fait exprès, hein, Guillaume Vissac, il les traduit en allant à la ligne, en faisant des vers presque, hein, donc il met les phrases les unes en dessous des autres, et même là, on le voit, je ne sais pas si vous êtes allé dessus, hein, bouilli, blanc-sel émietté du cadavre, 2 points, à la ligne odeur, à la ligne égout de cru comme les navets. Donc ici, un choix évidemment très différent de celui de la traduction, de la première traduction, celle de Morel et compagnie. Voilà, donc un petit peu où on en est, et je voulais quand même vous parler de ce projet qui est quand même très intéressant. Par rapport à ça, il faut peut-être que je me remette sur le chat, parce qu'il y a peut-être des réactions. Bah oui, Joachim, bon, tu connaissais, je pense, Ulysse par jour, c'est vraiment très 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 bien. Très honnêtement, voilà, ça fait maintenant un peu plus d'1 mois que j'ai lancé Ulysse Centenaire, donc ce projet un petit peu invraisemblable de faire un Twitch toutes les semaines sur la progression de lecture, la reprise de lecture. Oui, on peut intervenir en commentaire dans son site. Il y en a beaucoup au début. Mais en fait, c'est le problème, c'est qu'il a commencé ce projet alors que les réseaux sociaux avaient déjà quand même bien commencé à manger dans la gamelle des blogs. Et ça fonctionne vraiment comme un blog. Et donc, c'est malheureusement, je veux dire, c'est aussi pour ça que moi, j'y vais pas assez souvent. C'est
c'est que je ne pense pas forcément à aller sur le blog. Mais normalement, si on est abonné à... Donc vraiment, suivez Guillaume Vissac sur Twitter, sur les différentes... Je pense qu'il est sur Instagram, pas moi, enfin si je suis sur Instagram, mais j'y suis pas. Sur Facebook, enfin il ne faut pas hésiter... à y aller. Oui, il y a 12 spectateurs ce soir, je ne sais pas ce qui se passe, ça va finir par me faire frissonner autant de monde, autant de popularité. Voilà, donc vraiment, je voulais ce soir, c'était pas vraiment prémédité, mais je voulais vraiment ce soir parler de ce Ulysse par jour, parce que moi j'ai lancé ce projet pour le centenaire de Ulysses, mais lui, ça fait 10 ans qu'il creuse un sillon vraiment régulier, en profondeur, qu'il s'y tient, et avec un vrai projet derrière. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à y aller, il ne faut pas hésiter, c'est vrai, ça fait très longtemps que je n'ai pas commenté en direct, ça m'est arrivé de commenter sur Facebook ou sur Twitter, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas commenté directement sur le site, et c'est dommage parce que ça participe en fait de la collaboration, puisqu'il n'arrête pas de recorriger sa traduction, et il laisse, oui c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais il laisse les différents états. Donc si on va sur cette fameuse phrase 2202, ouais, il y a les mots-clés, il y a vraiment plein de choses. Si vous regardez sur cette fameuse phrase 2202, hein, il y a la version 2 et la version 3. Donc là, c'est la version 1. La version 2, il a changé goûter par... C'est quoi Ouais, leur casse-croûte, ok, d'accord. Donc d'abord, il y avait leur repas, leur goûter. Version 3, donc voilà, donc on a une version 3 avec tout un système de couleurs, leur repas habituel qui a fini par être remplacé par leur casse-croûte quotidien. Enfin voilà, donc il y a plein de choses vraiment ici, et on voit que odeur et goût de cru comme les navets, il y avait à un moment donné les navets blanchis, hein, donc voilà, donc il n'arrête pas de changer sa traduction. Et puis on peut aussi voilà, naviguer, regarder sur Google Maps. Enfin, c'est quand même voilà, il y a beaucoup de boulot derrière tout ça, et c'est vrai que si vous voulez, sans avoir vous-même à faire l'effort, avoir l'effort de regarder, de topographiser, de faire le lien entre l'écriture de Joyce, entre ce que décrit Joyce et la topographie de Dublin, il ne faut pas hésiter aussi à regarder vraiment les liens et les captures Google Maps que propose Guillaume Vissac sur son site. Voilà, donc c'est vraiment très très bien. Effectivement, il fait plein de notes, il fait tout un index, il permet, enfin, il utilise évidemment toutes les potentialités, toutes les richesses de l'hypertexte, ce qui n'est pas le cas évidemment du texte sur Gutenberg.org, qui est un texte brut, numérisé de manière très professionnelle, mais qui n'a pas de lien hypertexte. Donc lui, il fait ça, il propose ça. Alors je ne sais pas avec quelle version, avec quel état du texte il travaille, puisque le texte de Ulysses, il y en a plusieurs, où il y a des variantes parfois, donc je ne sais pas avec quoi il travaille, mais bon. Voilà, donc il va falloir aussi, parmi les éléments du projet Ulysse centenaire, il y a peut-être un petit peu se remettre à aller voir plus régulièrement le Ulysse par jour de Guillaume Vissac, et encourager, c'est ce que je fais là, mes 13 spectateurs, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est mes 13 spectateurs à aller y voir aussi, je crois que je l'ai fait. Ça fait 50 minutes que je jacte. J'avais noté pas mal d'autres choses en fait. J'ai pas du tout parlé de cette histoire de cotton, mais bon. Le fameux Why the Cannibals Cotton to It, et j'ai dû aller vérifier. Et cotton to something, c'est s'attacher à quelque chose, s'habituer à quelque chose, avoir du goût pour quelque chose. Et je ne peux pas m'empêcher de repenser, là je fais un petit mouvement arrière vers ce dont je parlais au tout début du live, c'est-à-dire le côté orientalisant, impérialiste. Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre le fait qu'il parle ici de cannibalisme, il fait une sorte de d'essentialisation des Noirs au cannibalisme, sachant que une immense majorité, comme je pense tout le monde le sait ici, mais ça va mieux en le répétant, mais une immense majorité des peuples colonisés par les Européens, les Britanniques en l'occurrence, n'avaient évidemment aucune espèce de pratique cannibale. Donc les pratiques cannibales étaient quand même très 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 minoritaires. Elles existaient dans certaines populations, mais de manière très très spécifique.
Et donc, il y a cette espèce voilà, d'identification. Et je trouve l'utilisation du verbe cotton, qui est quand même assez rare et qui est assez familier ici pour parler de s'habituer à quelque chose, je trouve ça assez frappant quand même, parce qu'il y a aussi, je pense, un lien avec l'esclavage, hein, quand même, parce que les plantations de coton, donc je pense que ça fait un réseau quand même, de cannibals, les cannibales, le coton, les noirs, blob lips, les grosses lèvres, enfin, il y a tout un truc là-dessous qui est quand même... Alors, toujours pareil, c'est Leopold Bloom, donc on est dans le monologue intérieur d'un personnage, mais ça montre bien que 1904-1922, on se trouve dans toute une phase dans laquelle un certain nombre d'assumptions racialistes liées à la traite transatlantique, puis à la colonisation qu'il a suivie, qui s'est un peu tuilée avec la période de l'esclavage, débouchent sur des essentialisations, des racialisations, et même en l'occurrence des racisations très fortes, avec des simplifications. Voilà. Oui, le travail de Guillaume Bissac, c'est vraiment remarquable. Hein. C'est vrai que voilà, je dis pas que j'ai attendu exprès le 6e live pour en parler. J'aurais pu en parler au 4e ou au 3e. Mais voilà, j'étais content de pouvoir aujourd'hui rentrer un peu plus dans le détail et vous présenter ce travail. Donc voilà, il y avait ce Why the Cannibals Cotton to It. D'ailleurs, dans l'édition, c'est à la page 62, c'est au haut de la page 62, dans l'édition Alma, c'est une seule phrase, Rum Idea. Alors littéralement idée de Rome, mais Rum c'est un terme extrêmement vieilli pour dire bonne, jolly good idea, Rum idea. C'est littéralement une idée Rome, une idée de Rome, donc une idée de qualité, une chouette idée, je sais pas. Rum idea, eating bits of a corpse while the cannibals cotton to it. Et là c'est une seule phrase, et dans le texte Gutenberg, c'est deux phrases. Eating bits of a corpse, point. Why the cannibals cotton to it. Je vais pas le faire maintenant, mais ça méritera certainement d'aller regarder ce que Guillaume Bissac en a fait, ce que Guillaume Bissac en a dit, parce que cette phrase-là, elle est quand même assez compliquée. Et moi, j'avais refait une recherche d'occurrence dans le texte Gutenberg, et le cotton, il est pas mal présent quand même. Donc ça veut dire qu'en tant que voilà, il y a les Cotton Ball Barons, il y a Cotton Magnets of Manchester. Donc là, on a tout le business post-esclavagiste et colonialiste quand même qui est présent dans le texte. The Chief Factory of Cottonopolis, Cotton Wool. Bon, tout ça, c'est dans les passages que j'ai pas lus. Bale of Cotton. Donc on a Tea House Table, Bale of Cotton. Donc on a toute l'industrie coloniale qui est présente si on fait une recherche vraiment comme ça sauvage un petit peu dans le texte. Et la première occurrence de Cotton dans Ulysses, c'est notre Why the Cannibals Cotton to It. Donc, ce qui est certain, c'est que Joyce, il a travaillé son texte pendant des années et des années, il a été sans arrêt en train de réécrire, de refaire des choses. S'il y a ce fil, oui, c'est le cas de le dire, ce fil du coton, s'il y a ce motif sémiotique, ce leitmotiv du coton, il est introduit d'abord dans un sens métaphorique, avec une expression qui ne s'emploie plus du tout, avec un emploi quand même figuré du verbe, au sens de s'attacher à quelque chose, d'aimer quelque chose. Et ça commence par ça. Why the cannibals cotton to it. Bon, je vous avoue que cette phrase, quand je suis tombé dessus, j'ai pas compris grand-chose. Rum idea, si ce n'est le côté évidemment assez dégueulasse de la nécrophagie. Donc c'est aussi peut-être un élément. On a la l'autophagie, hein, qui est tout début, la consommation de produits stupéfiants, la drogue, la référence à l'Odyssée par les lotophages, les mangeurs de lotus. Bon, il faut savoir aussi que c'est quand même un motif orientalisant important dans la littérature de langue anglaise. Ça vient juste de me revenir, j'y avais pas du tout pensé. Mais les lotophages, c'est aussi les... je sais plus, je crois que c'est un poème de Tennyson, je vérifie. Voilà, The Lotus Eaters de Tennyson. Tennyson, c'est un poète romantique, victorien, que je lis pas assez, parce qu'à chaque fois que je le lis, j'aime bien, en fait. Peu importe, je vous ai mis le lien à tout hasard, j'ai pas du tout regardé. Mais voilà, c'est pour dire que les lotophages, ça n'est pas un motif culturel extrêmement original quand Joyce se l'approprie ici dans Ulysses. Hein. Donc voilà, les mangeurs de lotus, hein, c'est la version, ce que je disais tout à l'heure, antique des opiomanes au 18e, 19e siècle. Donc c'est les fumeries d'opium, c'est tout ça
qui est sous-entendu en réseau ici. Donc ça commence, le chapitre 5, il commence avec l'autophage, il se termine avec la nécrophagie, quand même, avec le cannibalisme, tout ça, quoi. Donc c'est cool, hein, c'est bien, c'est l'heure du repas d'ailleurs, bon appétit. Voilà, donc en plus le passage que j'ai cité de la fin du chapitre 6, c'était pareil, c'était l'odeur des navets crus, hein, et même le taste like, le fait que le cadavre et le goût des navets crus. Je sens que ça va donner envie aux 12 personnes qui se sont égarées ici de revenir. Peu importe. Alors, j'avais pas noté énormément de choses sur le chapitre 6, donc on pourra peut-être considérer que j'en ai fait le tour. Bon, toujours pareil, hein, s'il y a des questions, si la semaine prochaine, tout ça... c'est vrai que c'est bon les navets crus, hein, je suis entièrement d'accord. Et les radis noirs et les navets crus, c'est excellent. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, ah non, c'est pas bon en fait. Oh là là, non mais moi j'ai du mal avec l'ironie. Hein. J'ai du mal avec l'ironie. Bon, je sais pas si vous avez, si les uns et les autres vous avez aussi, Ezra, tu as fait là, tu as goûté les navets crus et tu as goûté du cadavre pour faire la comparaison. Personnellement, mon amour de la science et de la recherche et des live Twitch et de Ulysses n'ira pas jusque-là. Peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais pas noté des milliards de choses sur le chapitre 6, qui se lit assez bien. Hein. Ça commence par une promenade en fiacre, enfin une promenade. Un voyage en fiacre, puisqu'ils se rendent en fiacre ou en calèche, je sais plus très bien, jusqu'au cimetière où a lieu l'enterrement. Et c'est donc dans ce contexte-là que Bloom discute avec un certain nombre de ses amis. Il y a Martin Cunningham, et il y a le père de Stephen Dedalus aussi, hein, donc Mr. Dedalus. Donc attention, hein, quand vous allez lire le chapitre 6 au début, on le comprend assez vite, mais Mr. Dedalus c'est le père, hein, c'est pas Stephen Dedalus. Voilà. Donc à la croque au sel, c'est délicieux, nous précise Jacques, effectivement, qui précise qu'il parle des navets et pas des cadavres. C'est bien. Alors, oui, ce stream va finir par rattraper le point où j'ai arrêté ma lecture. Le souci, c'est que j'ai paumé mon exemplaire. Ah, c'est un peu embêtant, effectivement. Donc, est-ce que j'ai encore des exemplaires de Rab en français? Je crois pas, en fait. Hein. Ouais. Donc voilà, moi j'en suis au chapitre. Donc j'ai fini le chapitre 6. J'avais noté 2-3 trucs. Ah si, je vais quand même dire les choses que j'ai pas eu le temps de chercher, et je me pose une question par rapport à ça. C'est qu'il y a toute une partie du chapitre 6, on peut peut-être aussi ouvrir des perspectives pour la fois prochaine, ou vous permettre éventuellement de réagir et d'étaler votre science là où la mienne est prise en défaut, et ça arrive souvent. Il y a tout un passage dans lequel le monologue intérieur, les pensées de Leopold Bloom alternent avec des formules en latin qui sont liées évidemment à l'office des morts, à la messe d'enterrement. Les répons, hein, si vous voulez, qui sont un principe structurant. Alors moi, ça m'a fait penser à un roman de Camilo José Cela que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu il y a facilement 20 ans, en traduction, qui s'appelle Christo versus Arizona, et dans lesquels il y a les litanies de la Vierge qui servent comme ça de principes structurants. Bon, c'est un roman très récent, très très postérieur à Ulysse, hein, un roman des années 80 ou des années 90. Donc je ne pourrais pas citer le traducteur ou la traductrice, il faudrait que j'aille rechercher farfouiller dans mes exemplaires derrière, mais je risque de disparaître vraiment à un moment, parce que je ne vais pas le trouver tout de suite. Alors les morts irlandais mangent-ils les navets par la racine? C'est une bonne question. Mais c'est vrai que le navet, faudrait chercher, parce que j'en étais avec l'analogie de forme. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux mon histoire, l'analogie de forme entre le navet et le crâne du Golgotha, le crâne de Yorick, etc. Je voyais tout ce réseau-là aussi visuel, mais il y a peut-être aussi un lien un peu chtonien avec la terre, le fait que le navet, il y a la pousse dans la terre, il y a peut-être ce lien aussi, hein, mais pousser les pissenlits, vous m'invitez à tirer là-dessus, hein, pousser les pissenlits par la racine, c'est une expression familière pour dire être mort, hein. En anglais on dit pushing up the daisies, hein, littéralement, faire pousser les pâquerettes, c'est-à-dire pousser les pâquerettes par en dessous, hein. Pushing up the daisies. Je crois pas qu'il y ait une allusion à ça, tiens, du coup ça m'arrête, je vais aller vérifier vite fait le Twister with the Daisies.
while nodding daisies in her hand. Ouais, il y a 2 occurrences de daisies apparemment dans Ulysses qui sont pas clairement liées au contexte funéraire ou de l'inhumation. Qu'est-ce que je racontais? Je sais plus. Ah oui, les alternances de répons, de formules en latin, etc. Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça dans Madame Bovary, mais c'est moi qui dois. Puis j'ai pas retrouvé l'exemplaire de Madame Bovary et je suis pas allé chercher sur internet où il y a plein de versions en texte intégral de Madame Bovary, mais il me semble qu'il y a un texte peut-être de la... Moi je place ça deuxième moitié du 19e siècle français, donc ça collerait vraiment avec Joyce qui connaissait ses classiques, qui connaissait les réalistes et les naturalistes. Il me semblait qu'il y avait un texte comme ça dans lequel on a un monologue intérieur qui est interrompu par les répons en latin pendant un office, et il me semblait effectivement pendant un office mortuaire. Bon, je lance ça comme ça pour le merveilleux aréopage cultivé que vous formez tous les 13 ou toutes les 13 ici. Donc voilà, je me suis demandé si c'était pas influencé par quelque chose. Bon, ce qu'il faut bien noter, c'est que ce chapitre 6, il est hyper morbide, hein, vous l'aurez compris aisément. Alors il y a les répons latins dans Finnegan's Wake. Alors I have a confession to make. I haven't read Ulysses. 25 years ago I had read something like 150 pages of Ulysses, mais je n'ai jamais réussi à lire Finnegan's Wake, encore moins comme il se doit. Je l'ai, j'ai fini par l'acheter en neuf, en Penguin, mais j'ai jamais réussi à le lire. Bon, à voir. C'est amusant parce que d'ailleurs, c'est sans doute inconscient, mais juste avant ce live, je me suis écouté 2-3 chansons du groupe français Katonoma, tirées de l'album Billy the Kid, avec des poèmes de Jack Spicer. Et il y a un poème de Jack Spicer mis en musique par Katonoma qui s'appelle River Run, en un seul mot. Et River Run, c'est le premier mot de Finnegan's Wake. Comme quoi, on n'en sort pas. Bon, c'était un petit peu mieux comme référence que Mistral Gagnant, River Run de Katonoma. Vous écouterez ça. Ah bien justement, tiens, Ezra, à qui je pensais par rapport à la vanne sur Mistral Gagnant, j'avais essayé, je le lis à haute voix quand même pour l'édification des masses, j'avais essayé de lire Dubliners et j'ai trouvé ça chiant de ouf. Il faut réessayer, bien, c'est très bien Dubliners, mais pour le coup, je crois qu'il y a les personnes qui lisent le portrait et Dubliners se rappellent mieux le portrait, en général, le Portrait of the Artist as a Young Man, que Dubliners. Dubliners, ça dépend des nouvelles, mais c'est vrai que ça décrit un monde qui est un monde très compassé, très archaïque, et c'est évidemment très satirique et très critique de la part de Joyce. Donc c'est vrai que c'est très gris, c'est très sombre, c'est vraiment quelque chose de lugubre. Alors que dans Portrait of the Artist as a Young Man, c'est pas que ça soit les folles gaietés de l'escadron non plus, j'aurais du mal à vous vendre ça, mais mais il y a quand même toute la réflexion sur la création, sur la créativité qui est quand même plus entraînante quand même, je pense, que Dubliners, qui décrit, oui, la noirceur de la vie à Dublin, la tristesse de la vie provinciale à Dublin aussi quand même. Bien. Donc oui, personne ne lit ce bouquin selon Michel Butor, donc c'est normal. Oui, je pense que Finnegan's Wake, c'est un livre qui a été écrit pour ne pas être lu, ou qui a été écrit pour ne pas être lisible. Il a quand même été lu par ses traducteurs, puisque Finnegan's Wake, il a été quand même traduit 2 fois. Il y a 2 traducteurs différents de Finnegan's Wake, mais traduire Finnegan's Wake, est-ce encore traduire ? Je ne dirais pas que je vais nous quitter sur ce merveilleux aphorisme qui ne veut rien dire, mais enfin, c'est quand même... possible. Delphine fait allusion à l'adaptation cinématographique. Je pense que c'est le film de John Huston, mais le film de John Huston, ça n'est que la dernière nouvelle, The Dead, la dernière nouvelle de Dubliners. Tout à fait. Et André Duboucher a traduit Anna Livia Plurabel. Ah, j'ignorais. Il a traduit juste l'extrait de Finnegan's Wake qui est Anna Livia Plurabel. Bien. Donc Astergirl a confirmé ce que je disais, c'est que Dubliners c'est très très bien. Donc voilà, donc Ezra n'aura plus d'excuses pour ne pas retenter. No pressure, je dis ça en plaisantant. Voilà, donc c'est amusant comme à la fin de ce live, vous êtes tous en train d'essayer de me faire bifurquer loin de Ulysses en parlant de Finnegan's Wake, non, c'est moi qui en ai parlé un peu, de Dubliners, bref, peu importe.
Alors des éditions de Dubliners, je dois en avoir 2 ou 3 qui traînent, hein, donc c'est gratuit sur liseuse bien sûr avec le projet Gutenberg, mais je crois que je dois avoir plusieurs exemplaires de Dubliners, donc ça se prête ou ça même, je peux même t'en passer une, Ezra. Voilà, donc je pense que tout le monde échange là, c'est bien. Donc je pense que moi je vais arrêter de parler vraiment du chapitre 6, d'autant que j'avais pas grand chose d'autre à en dire. Je me suis noté deux, trois. Il y a quand même tout le contexte nationaliste. Hein. Dans le chapitre 5, il y a la référence à Modgone, aux soldats britanniques qui paradent, et que c'est quand même mal perçu, et que c'est vraiment le colon qui est présent chez les colonisés, hein, en Irlande, et donc Dublin comme ville colonisée, comme ville coloniale, avec les soldats de l'Empire qui défilent. Et puis dans le chapitre 6, il y a toute la référence à Parnell, puisqu'il y a le mythe selon lequel Parnell, comme Parnell n'a pas eu le droit à une veillée funéraire, apparemment il y a eu cette espèce de rumeur qu'il n'était pas vraiment mort, qu'on avait enterré un sac de pierre à la place. Tout ça c'est autour de la page 85 dans l'édition Alma Classics. Donc c'est aussi pour rappeler que Ulysses, c'est un roman qui est très inscrit dans une temporalité et dans une histoire précise, hein, donc c'est quand même très, très importante. J'ai un gros livre épais à trouver, merci pour ce stream. Emoji Joyce, Emoji Navet. Alors l'emoji Navet, il doit pouvoir se trouver facilement. Ça doit être à côté de l'emoji aubergine et de l'emoji abricot. Mais l'emoji Joyce, je sais pas. Donc il faut l'inventer. J'ai juste fait référence à la chanson Finnegan. Il y a une chanson Finnegan's Wake. Non, ça n'est pas ma. Ça n'est pas je ne vois pas de quoi il s'agit. Je lisais en même temps les messages d'Ezra. Alors je vais en trouver une. Si c'était pas une édition de Dubliners, je ne sais pas ce que c'était. Parce qu'il y avait je vais en trouver une, j'avais cru que c'était une édition de Dubliners. Et c'était pas ça. Bien, peu importe. De toute façon, voilà, on a dépassé l'heure. C'était assez intense. Enfin, moi, j'ai eu l'impression de partir un peu dans tous les sens. Ça, c'est relativement habituel. Mais de regarder en détail pas mal de choses. J'ai ouvert un petit peu cette fenêtre sur des lectures postcoloniales, ou en tout cas de l'impérialisme, ou des traces de l'impérialisme et d'un discours extrêmement complexe, parce que évidemment Ulysses c'est un texte qui se situe dans un site colonisé, mais c'est aussi un site de colonisation. Donc ça veut dire aussi qu'il y a les personnages irlandais, Leopold Bloom en l'occurrence, qui ont tous ces clichés ethnocentriques sur les Indiens, sur les Asiatiques, donc tous les clichés orientalistes, tous les clichés sur les Noirs christianisés, tout le lien aussi avec le coton, avec les plantations de coton, toute l'économie colonialiste et post-esclavagiste. Donc voilà, j'ai essayé d'ouvrir un peu cette fenêtre, on verra ce que ça donne dans la suite des chapitres. Bon, ça c'est la déformation professionnelle, hein. Je suis spécialiste de postcolonial, ça va me... Voilà, ça va forcément m'influencer. Donc Delphine me met le lien vers une... Ok, donc il y a une chanson. Donc Finnegan's Wake, ça vient d'une chanson. Okay, le titre, j'ignorais ça. Bonne soirée à Louis, bonne soirée à Joachim. D'accord, c'était une excuse pour ne pas le relire. Ok, j'ai compris. Non mais t'as pas besoin d'excuses, Ezra. Hein. Tu dis juste que tu relis pas Dubliners parce que ça t'a fait chier la première fois et la vie est belle. Hein. Peu importe. Ok. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne soirée à Lucille, on pense bien à tout le monde. Bonne soirée, voilà. Et s'il continue à y avoir 2-3 remarques, 2-3 commentaires, je ne m'enfuis pas tout de suite. Voilà, mais c'est un argument tout à fait recevable, Ezra. D'accord, une chanson drôle, le mort n'est pas mort. Ok. Bonne soirée Jacques. Écoutez, merci à la douzaine de participants de live de Twitchers, je ne sais pas comment il faut dire, qui étaient présents avec nous ce soir. Et c'est pas moi qui passe du temps avec vous, c'est vous qui passez du temps avec moi. Donc merci beaucoup, on avance tous ensemble et c'est très agréable. Bonne soirée à Astergirl qui devrait arrêter de faire des private jokes parce que ça va finir par me fatiguer.
Et bonne soirée, et oui, et bise à la mystérieuse qu'on entend cliquer. Oui, elle fait beaucoup de bruit avec son clavier, ça, j'ai jamais réussi à lui faire admettre, mais c'est pas grave. Qui renvoie son bonjour. Voilà. Ok, donc là, cette semaine, c'était le 6e live Twitch. Je vais faire une conclusion un peu formelle, comme si c'était une vidéo un peu traditionnelle. Donc c'était le 6e live Twitch de Ulysse Centenaire. J'ai parlé du chapitre 5, les lotophages, The Lotus Eaters, et j'ai parlé un petit peu du chapitre 6, l'enterrement de Paddy Dignam, Hades, la descente aux enfers, la catabase. Voilà, et à la semaine prochaine. Toujours lundi, 18h, même jour, même heure, régulièrement. Et moi, j'essaie de continuer à lire au moins un petit peu, un chapitre par-ci par-là de Ulysses.